préceptes de la République, liberté, égalité, fraternité. Moi, je dirais plutôt liberté, équité, fraternité. Est-ce que pensez-vous que tous les hommes, enfin bien sûr, soient égaux, surtout en ce moment? Je pense qu'ils ne sont pas plus égaux que libres et fraternels, malheureusement. Je pense que l'égalité, c'est d'abord un idéal. Effectivement, c'est un terme qui a subi de graves altérations, puisque l'égalité naturelle, ça ne veut rien dire, puisque dans la nature, à l'état de nature, les individus ne sont pas égaux. Le droit naturel, en réalité, c'est le droit du plus fort, puisque la nature est ainsi faite que nous n'avons pas tous les mêmes qualités, les mêmes potentialités. Maintenant, je ne pense pas que le problème soit dans le fait de savoir si on recherche l'équité ou l'égalité. Je pense que tout le monde sait ce qu'on entend par la notion d'égalité, mais que malheureusement, comme la plupart des devises aujourd'hui, elles sont des coquilles vides. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est très décoratif, mais ça s'arrête là. Donc je pense qu'il n'y a pas plus de liberté que d'égalité ou que de fraternité, malheureusement. Et le problème n'est pas dans ces concepts mêmes, il est dans leur absence d'application. C'est pour ça que j'ai fait une référence à la question de la République, parce que personnellement, je ne suis pas un défenseur acharné du modèle républicain, mais je considère que ce n'est pas la République en tant que telle, c'est-à-dire la République reposant sur ces principes-là, qui soit aujourd'hui l'adversaire. Je pense plutôt que la République dissimule l'adversaire, et que c'est précisément parce qu'elle permet à l'adversaire de se dissimuler qu'il peut encore se maintenir. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas être nominaliste sur ce point-là, il ne faut pas confondre le nom et l'effet réel qui s'accomplit sous ce nom. J'ai deux petites questions qui n'ont rien à voir en fait. Comment vous pouvez nous expliquer la différence entre bien commun et intérêt collectif d'une part? Et deuxièmement, comment faire, ceux qui nous écoutent, pour lutter contre ce grand consentement en fait, général, parce que cette dictature libérale, elle ne s'opère pas de façon, agressive, répressive, etc. Il y a un consentement qui est typique des masses. Consentement des masses, qui est typique même individuel, qui est typique de cette génération-là, par rapport à il y a encore 30 ans, etc., pour les plus anciens. Donc il y a un consentement individuel. Donc comment lutter contre ce consentement individuel, parce que cette dictature libérale, elle n'a même pas besoin de répression pour s'exercer, en sachant que pour ceux qui ont des ados, ou des enfants, ou préados, etc., on voit très bien dans cette nouvelle génération qui arrive que l'abrutissement, l'ignorance, etc., est même promu entre eux. C'est-à-dire que c'est un facteur d'intégration. Si durant les années 70, que moi je fantasme, parce que je suis né dans les années 70, mais je ne m'en souviens pas, il y avait une certaine promotion du militantisme pour s'intégrer, du gauchisme à l'époque, etc. Aujourd'hui, pour s'intégrer, il y a une promotion de l'ignorance, de l'abrutissement. Je veux dire, tous ceux qui ont des adolescents ou ont bref, savent de quoi je parle. Donc voilà, c'est deux points qui n'ont rien à voir, vous pouvez développer. Alors pour répondre à la première question, bien commun, intérêt collectif, personnellement je parle plutôt d'intérêt général, et justement par l'intérêt général, très souvent il y a un contresens qui est commis. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. De la même façon que le bien commun, ce n'est pas l'addition des biens individuels. Donc, dans l'idée de communauté comme dans l'idée de général, il y a l'idée que ce qui est commun, ce qui est collectif, transcende l'individuel. Transcender l'individuel, ça ne veut surtout pas dire nier l'individuel. Ça veut dire essayer de l'articuler à quelque chose de supérieur, au nom d'un idéal qu'on peut qualifier, et je l'assume complètement, de transcendant. Transcendant, ça veut dire ce qui vient du dessus. Et s'attacher au bien commun plutôt qu'à l'intérêt individuel ou particulier, eh bien ça s'inscrit dans une référence transcendante. Ça s'inscrit dans une conception particulière qui nous fait considérer le bien commun comme étant supérieur en termes de valeur, en termes symboliques, au bien particulier. En d'autres termes, c'est privilégier le lien, le rapport à autrui, à l'égoïsme et à l'individu. Et ça, c'est préservé, maintenu par la République. République, la chose publique. L'ennui, c'est que le libéralisme, c'est pour ainsi dire instillé dans la République pour se confondre avec elle, en tout cas tel qu'il se présente,
alors que le libéralisme, c'est précisément la promotion de l'égoïsme et de l'intérêt particulier. Si bien que parler de bien commun, et même maintenant parler d'intérêt général, c'est déjà vu comme les prémices d'un discours totalitaire, puisque ça consisterait à dire que l'individu ne peut plus choisir librement ses choix, ses options, mais qu'on les lui imposerait du dessus. Je rappelle d'ailleurs que la République fonctionne sur la dualité du droit et du devoir. Mais il n'y a pas de droit sans devoir correspondant. S'il y a des droits, c'est parce qu'il y a des devoirs, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, on ne fait pas partie de la cité. On est extérieur à la cité, nous n'avons ni droit ni devoir. D'accord ? Mais il y a une cohérence. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Et Rousseau, justement, montre bien que l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt particulier. C'est un des derniers penseurs modernes qui ne s'inscrit pas dans une filiation théologique, théologico-politique en tout cas, mais qui conserve la notion de bien commun, qui apparaît elle aussi dans la Déclaration des droits de l'homme. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, on trouve la notion d'être suprême. D'accord ? Je vous laisse méditer là-dessus. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, effectivement, il y a ce qu'on appelle, depuis pas mal de temps maintenant, une fabrique du consentement. Mais je pense personnellement, et ça ne regarde que moi, que ce consentement n'est pas un consentement actif. C'est-à-dire, c'est plutôt un consentement négatif qui est le résultat d'un épuisement et d'une renonciation totale des individus par l'épuisement généralisé dû aux conditions, à la précarisation et à la fragilisation des conditions d'existence matérielles, mais aussi humaines, affectives, morales, etc. Donc je pense, par mon expérience, je rencontre infiniment plus de personnes qui se sentent désabusées, impuissantes et qui se disent de toute façon, il faut bien continuer à vivre, que de personnes qui font part d'un engagement ou d'une ferveur ou d'un enthousiasme à l'égard de la situation présente. Je pense que l'époque de l'enthousiasme est révolue. Je pense qu'aujourd'hui, on est surtout dans la problématique de la survie. Les gens essayent de survivre tant bien que mal. Malheureusement, les coups sont portés et ils touchent. Et cet épuisement qui a donné l'expression aussi, qui a donné le titre d'un livre d'un sociologue, j'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être, la fatigue d'être soi. La fatigue d'être soi, c'est-à-dire la fatigue d'avoir à maintenir une existence dans une société dont tout est fait, dont tout est organisé et configuré pour nier ce qui, en nous, constitue notre être propre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mon exposé. Voilà. Je vous réponds comme je peux. C'est une ingénierie puissante en face de... Oui, d'ailleurs, je pense que ce que vous dites doit être pris en considération. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de traiter de crétin toute personne qui ne se rend pas compte de la situation, tout simplement parce que si le système était aussi facile à abattre, d'accord, eh bien nous l'aurions déjà abattu. Donc le fait qu'il soit encore présent prouve son intelligence et sa perversité. Donc il est tout à fait normal que des personnes tombent dans le conditionnement total, puisque tout est fait pour qu'ils soient conditionnés. D'accord ? Donc quelque part, on ne peut pas leur jeter la pierre. Par contre, on peut essayer de les amener à une prise de conscience progressive, de manière pédagogique, didactique, mais on ne fera jamais changer les choses en imposant une espèce de vérité retranchée qui n'aurait d'autre justification que la propre force de son autorité. Ça ne marche pas. Et donc alors juste pour terminer sur ce que vous disiez, moi ce que je vois par exemple dans la promotion de modèles comme Nabila ou comme Michael Vendetta, donc la bogossitude et le fait de montrer ses nichons à la télé, c'est qu'il y a une ignorance d'une certaine culture, mais il y a une intelligence du carriériste. Et en ça, ça représente quand même des modèles, parce que moi je parle de l'insertion professionnelle auprès de jeunes qui sont en décrochage professionnel. Et s'ils sont autant fascinés, c'est qu'ils sont conscients qu'il n'y a aucune morale dans ça, mais ils sont conscients que ça marche. Vous voyez ? C'est un peu comme quand on regarde un footballeur professionnel. On sait qu'il y en a un pour 10 000. Il y a un champion pour 10 000 perdants.
mais même s'il n'a aucune intelligence, il se met à poil dans des campagnes télé, etc., il fait n'importe quoi avec son argent, lui, ça en est sorti. Donc ce sont une certaine forme de modèle. Oui, c'est le choix de l'intérêt. C'est le choix de l'intérêt plutôt que de l'honneur. Et l'expression qu'on emploie généralement pour dire ça, c'est vendre son âme. Donc ça veut dire quelque chose. C'est pas pour rien qu'on emploie ce genre d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vendre son âme, c'est très facile, surtout dans une situation où on se rend compte que on peut faire partie de l'exception qui arrive à s'en sortir, qui arrive à profiter de la situation présente. C'est le principe du parasite. C'est celui qui se nourrit de l'organisme, d'accord? Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, certaines personnes n'hésitent pas à vendre leur âme pour s'assurer un plan de carrière et s'assurer une existence matérielle confortable. On en est là. Mais ça encore, c'est pas quelque chose qui doit faire l'objet d'une réprobation morale. C'est simplement quelque chose qui doit être pris en compte, admis et combattu fermement. Mais combattu fermement sur le plan de l'argumentation, sur le plan même de la démonstration, puisqu'il y a des choses qui deviennent maintenant démontrables. Je veux dire, l'imposture libérale, aujourd'hui, peut être démontrée. J'espère que ce travail sera fait. Il est déjà fait depuis pas mal de temps. Kluskar avait commencé, Michéa a continué. Je pense que ça continue. Le masque tombe. Maintenant, il serait bien que la lumière soit faite. Non, c'était pour revenir sur le... Voilà, je voulais vous poser une petite question qui est un petit peu d'actualité. On parle en ce moment, mais un petit peu tous les jours d'ailleurs, sur tous les sites, net, les journaux et autres. On entend parler tous les jours de liberté d'expression. Pour vous, c'est quoi la liberté d'expression? Vous m'expliquez comment? La liberté d'expression. À l'heure actuelle. La liberté d'expression fait partie de ces concepts vides qu'on brandit comme des dogmes, puisque dans un cas, la liberté d'expression consiste à avoir le droit de cracher sur le pape ou sur le prophète Mohammed, en toute liberté. Mais si l'on crache sur le prophète Charlie, on se retrouve en garde à vue. Donc la liberté d'expression n'a aucun sens, puisque tout est de savoir qu'est-ce qu'on exprime. Est-ce qu'on exprime quelque chose déjà? C'est la vraie question. Personnellement, lorsque j'ai vu les caricatures de Charlie Hebdo dans le numéro spécial, j'ai été affligé par l'absence d'intelligence de ces dessins. C'est-à-dire que je les ai trouvés vides, au point que je pense que même des personnes qui étaient très sincèrement émues par la situation, puisque c'est une situation dramatique, ce sont des personnes qui ont perdu la vie, je pense qu'elles-mêmes ont dû, en voyant ça, se dire que finalement, il y avait beaucoup plus d'effets esthétiques autour de ça qu'un véritable fond de liberté d'expression ou d'intelligence critique. Je pense que l'intelligence critique est en état d'agonie. Je pense que la liberté d'expression est indispensable, puisque je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut accéder au vrai que par la confrontation des idées contradictoires. On n'arrive au vrai que par réfutation du faux. Donc il faut que le faux s'exprime pour pouvoir le dépasser. Mais sauf qu'aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'expression réelle. Elle est une liberté d'expression incantatoire. Bon, je pense que écoutez un discours de Manuel Valls et puis vous le verrez tout de suite. Et comme on dit aujourd'hui, on est en guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire contre ce qui fait l'apologie de la terreur. Je pense que le gouvernement terrorise beaucoup de gens. Au sens propre ou figuré d'ailleurs. Oui, moi je voulais juste vous demander si vous pensez à une sortie de l'idéologie libérale concrètement par électoralisme et par la démocratie. Électoralement, personnellement, je ne crois en aucune possibilité de sortie. C'est clair, au moins comme ça, on ne perd pas de temps. Non, je pense que pour pouvoir accéder au pouvoir politique électoralement, il faut tout simplement avoir validé un certain nombre de gages qui nous permettent d'accéder à cette possibilité. On voit bien que dans les faits, c'est verrouillé. C'est d'autant plus verrouillé que la situation commence à sentir le roussi. Donc ça va être verrouillé de manière définitive. Je pense que lorsqu'un système ne peut pas être transformé, eh bien c'est au peuple de s'en dissocier.
c'est-à-dire ne plus rien attendre. La Boétie disait, si les hommes sont soumis, c'est parce qu'ils acceptent leur soumission. Leur soumission est confortable. Je pense que c'est un peu radical parce que personne n'accepte la soumission de son plein gré. Mais il peut être amené à la supporter en essayant de ne pas y penser. Mais je pense que dès lors que le peuple aura décidé de se prendre en main, se prendre en charge lui-même, ça ne veut pas dire individuellement, ça veut dire collectivement. Ça veut dire que plutôt que d'aller mettre un bulletin dans l'urne, eh bien on va créer du réseau social avec notre entourage, on va essayer de préserver le lien qu'on a avec nos proches et pas se disputer pour la moindre petite remarque ou le moindre petit mot au-dessus de l'autre qui fait qu'on va plus s'adresser la parole. Je pense qu'on n'a plus le temps. Donc c'est à mon avis de la multiplication et de la fédération réelle du peuple que les perspectives vont se dessiner, elles vont apparaître d'elles-mêmes. Je pense que concevoir, et là encore ça n'engage que moi, concevoir le problème en termes de programme de sortie, c'est déjà un leurre. C'est déjà un leurre parce que ça paralyse toute action. Ça consiste à attendre le moment où on pourra glisser le bon bulletin dans l'urne. Mais moi personnellement, je ne joue pas à un jeu auquel j'ai déjà, auquel je suis condamné à perdre. Je ne joue pas à un jeu dont mon adversaire écrit les règles. Donc je préfère sortir du jeu, je casse le jeu et je vais faire ma vie ailleurs. Donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut rechercher. Là encore, ce sont des pistes à explorer, à expérimenter. Je pense que ça nous préserve également du risque de la violence, puisque ce risque existe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans un état de détresse, de colère et de sentiment d'injustice tel qu'ils commencent à envisager de passer à l'acte physiquement et violemment. Je pense que c'est une erreur pour eux, pour leurs proches et pour nous tous, puisque finalement, on connaît la capacité du système à recycler ces phénomènes de violence à son profit pour pouvoir créer des communions défensives contre les personnes violentes. Donc on sait très bien à quoi ça mène. Soyons intelligents, ne soyons pas malins comme ils le sont, soyons intelligents, authentiquement intelligents. Mais attendez, si je puis juste rebondir, ça suppose quand même en nous un socle commun. Et une fois que quand on voit que ce peuple, est-ce que vous pensez que la conscience de classe elle est partagée par tous les membres du peuple aujourd'hui français, ou est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un socle commun lorsqu'on a des réalités ethniques, culturelles, civilisationnelles à ce point La conscience de classe, je pense qu'effectivement, elle est très mal en point, alors que les classes existent, objectivement. Les classes sociales, en tant que catégorie économique, existent. Elles n'ont même jamais été aussi actuelles qu'aujourd'hui. Mais je pense que tout est fait pour en dissoudre la conscience. Puisque de toute façon, la conscience est attaquée de toutes parts. Ce n'est pas seulement la conscience de classe qui est attaquée, c'est la conscience de soi, c'est la conscience culturelle, c'est la conscience identitaire, c'est la conscience sexuelle, merci, il m'en manquait un. Oui, complètement. Je pense que c'est très très difficile aujourd'hui de trouver ce socle commun. Et malheureusement, il va peut-être falloir commencer par trouver une sorte de socle négatif. C'est-à-dire se rendre compte que malgré les différences que l'on peut avoir chacun les uns par rapport aux autres, nous subissons objectivement une même condition d'exploitation, d'oppression, tout ce que vous voulez. Vous mettez n'importe quel mot derrière, ça me convient très bien. Et à partir de là, je pense qu'on peut créer une véritable force d'union, unitaire. D'accord ? Unitaire ne voulant pas dire homogène, surtout pas. D'ailleurs, je faisais une blague sur X, Y, Z, les lettres qui subissent la discrimination. Sauf que si vous enlevez X, Y, Z de l'alphabet, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'idées que vous ne pourrez plus jamais traduire. Donc, ce concept de minorité en tant que tel, il est positif. Il est positif. Mais ça ne veut pas dire prôner une sorte d'idéologie de l'homogénéité ou de l'uniformisation. Certainement pas. On peut envisager l'unification sans l'uniformisation. Mais ça suppose, et c'est pour ça que l'exposé que j'ai tenté de faire aujourd'hui prenait cette direction, je pense que l'on peut créer de la synthèse, mais dès lors que l'on a la capacité morale, psychologique,
la stabilité mentale, l'équilibre suffisant pour maintenir et préserver le lien social qui est attaqué de toutes parts. Parce qu'effectivement, c'est très très difficile d'entretenir aujourd'hui des relations durables, des relations affectives stables, des relations sociales en bon terme. On voit que c'est très très difficile parce que la pression du quotidien se fait ressentir à tous les niveaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a même des films dont on nous présente la bande-annonce sur BFM TV qui fait l'apologie du divorce et du désir de ne pas garder les enfants. C'est bien pour des enfants de naître et de grandir en sachant que les parents se battent pour qu'ils disparaissent. Peut-être. Mais forcément, l'idéologie est efficace dès lors qu'elle est talentueuse. Ça va avec. Juste par rapport à l'émancipation de soi, etc. Justement, il y a tout un... Vous parliez de l'accumulation de l'avoir, mais il y a justement aussi à côté ce discours qu'on entend très souvent qui éclot de plus en plus sur Internet, à la télévision, des gens qui justement vantent l'émancipation individuelle, entre guillemets, que ce soit par le sport, que ce soit par le culte du corps, que ce soit par même le culte de la liberté économique et de l'homme tout seul qui tombe du ciel. Dans quelle catégorie vous le mettez celui-là aussi? Parce qu'il s'articule avec la catégorie de l'accumulation. Oui. Oui, mais je pense que l'idéologie de la performance individuelle, l'idéologie du self-made man, l'idéologie de l'exception également, je pense que tout ça participe. Maintenant, je pense que nous sommes dans un stade du capitalisme avancé dans lequel ces modèles sociaux et anthropologiques n'ont même plus besoin d'être promus pour que la société libérale puisse se déployer. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt atteint un stade de recherche d'une soumission généralisée, indépendamment presque des comportements individuels. C'est-à-dire que pendant longtemps, le capitalisme a eu besoin que les individus adoptent le modèle du consommateur, le modèle de l'entrepreneur, le modèle de l'employé soumis, qui ensuite est devenu l'employé acteur de sa différence, de ceci, de machin. Aujourd'hui, il n'en a même plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de canaliser la révolte pour que ça tienne. D'accord ? Je pense qu'on est vraiment dans un stade d'asservissement moral et psychologique. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, une critique du capitalisme radicale et cohérente, elle est obligée d'intégrer à un moment donné cette dimension morale et psychologique, parce que c'est elle qui fait la différence entre le maintien de la soumission et l'insoumission, c'est-à-dire le passage à l'acte. C'est ce moteur du passage à l'acte, du changement réel, effectif, il est d'ordre psychologique. Ce n'est pas la pauvreté qui rend les gens révolutionnaires, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas la pauvreté, ça ne suffit pas. La conscience. Oui, notamment. Oui, donc merci déjà. Alors bon, bien entendu, c'est une dictature, hein, on peut appeler ça comme ça, ce qui est en train de s'instaurer, une dictature en plus qui n'a même plus besoin d'esclavage en fait, puisque là ça devient carrément de l'élevage. Nous sommes complices de notre propre esclavage. Enfin, oui, moi j'ai même tendance à vouloir remplacer l'esclavage par élevage, parce que je trouve que finalement, ils n'ont même plus besoin de... Même pas parce que dans l'élevage, il y a élevé au moins. Oui, pas dans ce sens-là, bien sûr, mais bon. Alors la question, est-ce que vous pensez que les attaques qui sont multiples et sur tous les angles du système et qui ont pour but l'aliénation justement de la personne pourra être combattue, et surtout est-ce que la personne aura le temps de la combattre, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne sera pas aliénée avant d'avoir été pour de bon mise en esclavage entre guillemets, parce que le système est partout de façon permanente sur tous les supports, par tous les biais, il rentre partout. Oui. Alors que, et merci justement, mais des gens comme vous, il y en a très peu. Je pense pas. Ils sont juste pas entendus. Exactement. Oui, c'est vrai. Où ils ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus le désir de s'exposer ou d'être visibles. Mais je pense, on en plaisantait tout à l'heure, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. Parce que finalement, je suis pas grand-chose. Et pourtant, je veux dire, il y a quand même des personnes qui se déplacent, un jour de pluie, 14 février, etc. Voilà, on va pas se garer.
Donc, je veux dire, tout ça, c'est positif. Je veux dire, il faudrait être aveugle et négateur, j'ai bien dit négateur, pour ne pas admettre qu'une prise de conscience est en germe, et je dirais même plus qu'en germe, elle est en phase de gestation, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, il faut le canaliser, le préserver, en prendre soin. C'est-à-dire, il ne faut pas, je pense, utiliser ces bonnes intentions-là et les détourner de leur destination première. Je pense que c'est un travail difficile, mais ce à quoi j'invite à travers cette conférence, c'est un processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui prendra du temps. Et la situation est urgente et en même temps, il faut du temps pour pouvoir répondre à la situation d'urgence. Il est là le paradoxe et elle est là la principale difficulté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir obtenir des résultats rapidement, concrètement et de manière tangible. Mais en même temps, le travail est tellement immense, la tâche est tellement, je veux dire, vaste, que ça semble difficile de se dire qu'on va prendre le temps de construire et de refonder. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sur les ruines, on ne peut rien reconstruire. Il faut refonder. Et refonder, ça veut dire réensemencer. Et réensemencer, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que je pense personnellement que c'est à partir de la prochaine génération que les choses vont commencer réellement à changer. Mais il y a une impulsion qui a été donnée, un souffle, tiens, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il faut l'entretenir. Voilà. Excusez-moi, si vous permettez, c'est juste une petite remarque, après j'interviens plus, promis. Sur ce qu'il vient de dire, afin de ne pas être hypocrite et d'être très rigoureux, il faudra déjà commencer par, ce qui n'est pas évident, par voir pour soi-même, est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre par rapport à cette société du spectacle, de la consommation, etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, quels sacrifices on est prêt à faire, quels amis on est prêt à perdre, parce que quand on tient des arguments, etc., dans ces idées-là, on perd sur 10 amis, on en perd 9. Enfin, ceux qui l'ont fait, Ce ne sont pas des amis. C'est même pas sûr. Oui, ce ne sont pas des amis, on est d'accord. Bon, il y a un écrémage qui se fait sur la vie, on peut perdre son travail, Oui. on peut avoir à faire en sorte de vivre avec la moitié moins de ce qu'on vivait avant. Oui. Parfois vivre mieux. Se faire insulter. Ça ne veut pas dire vivre moins bien, etc. Voilà. Donc en fait, on devrait chacun s'interroger au lieu de voir toujours, c'est un réflexe humain qu'on a, c'est normal, voir le mal en l'autre, etc. Oui. De se faire une autocritique et voir ce qu'on est prêt à perdre. Est-ce qu'on est prêt à perdre son abonnement CanalSat pour les plus, voilà, est-ce qu'on est prêt, c'est un exemple, est-ce que je veux dire, Oui, mais le sérieux investit le frivole, donc c'est complètement... On devrait faire un peu ce recensement personnel et faire un peu le ménage, je dirais, de Blanchet-sur et autour de soi, parce que comme dit le monsieur, il y a des amis qui ne sont pas des amis, qui vous lâchent dès qu'ils voient que vous avez un lien ER par exemple, ils vous lâchent, il y en a qui ont peut-être connu ça, ou dès que vous aimez Dieudonné, Oui, mais un jour ils se réveilleront. dès que vous aimez Dieudonné, ils vous lâchent, c'est aussi débile que ça parfois. Hein. Et donc voilà, on devrait d'abord faire cette autocritique-là et nous compter nous-mêmes autour de soi, dans sa famille, etc., la sphère privée, et pour ensuite envisager et se dire peut-être que les autres peuvent faire pareil, etc. Voilà, c'est une démarche d'honnêteté, je trouve. Oui, mais ça rejoint complètement ce que j'essaie de dire à la fin, c'est-à-dire la réforme de soi pour pouvoir réformer ce qu'il y a autour de soi. Mais c'est un travail, là encore c'est un processus, donc c'est quelque chose qui doit s'envisager à long terme. Et d'après moi et d'après mon expérience, qui ne doit surtout pas être vu comme une espèce de mission ou de sacerdoce parce que c'est le meilleur moyen d'y laisser sa peau. C'est-à-dire c'est le meilleur moyen de se perdre là-dedans et de se perdre encore plus dans l'isolement, encore plus dans la frustration parce qu'on ne combat pas un système seul. Et il vaut mieux de temps en temps savoir aussi prendre des petites bouffées d'oxygène et ne pas être tout le temps dans le cadre d'un militantisme ou de vouloir faire la révolution tous les matins. Oui. La bouffée d'oxygène, ça veut dire par exemple accepter de passer du temps avec ses amis à parler de foot, à parler de filles, à parler de ce qu'on veut, de choses banales, quotidiennes, triviales, mais qui sont en même temps des moments qui nous raccrochent à un sens. Vous voyez ? Et ça ne nous empêche pas le lendemain ensuite de faire notre journée et puis d'essayer, je vous dis, incarner. Incarner, c'est beaucoup plus efficace. C'est plus ingrat parce que ça prend plus de temps, mais c'est plus efficace. Et croyez-moi que on est vraiment dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état, j'allais dire, de projection mentale, qui ne sont pas du tout en phase avec la réalité. Et aujourd'hui, oui, effectivement, on peut se faire insulter de tous les noms
parce qu'on a accepté de répondre à l'invitation d'un tel qui avait déjà vu machin par le beau-frère du fils. Bon, voilà. Soit il faut vraiment qu'on ait perdu toute notre substance pour se coucher, vraiment, ou soit on dit, bon, bah, c'est bon, c'est passé, et puis ça n'empêche pas d'avancer. Qu'est-ce qui nous empêche d'exister? C'est ça la question. J'ai fait une vidéo, pour laquelle je me suis bien fait copieusement insulter, ça m'a fait plaisir, où je disais, le problème c'est la peur. Mais la peur, on a peur de conséquences fantasmées, et finalement on s'empêche d'agir par peur de conséquences fantasmées. Au final on reste dans la paralysie, donc on est malheureux. On est malheureux pourquoi? Parce qu'on a eu peur d'être malheureux. Il y a un problème. Donc non seulement on est malheureux, mais on n'a même pas la gratification personnelle d'avoir fait quelque chose pour s'en sortir. Non, la peur, on peut la laisser devant la porte. Elle ne rentrera pas. Elle ne viendra pas vous sortir de votre lit cette nuit. C'est comme ça que je vois les choses. Après, on peut en discuter. C'est de dynamique l'autocensure. Oui, oui. Oui, il y a la notion, c'est ce que vous disiez en conclusion, parce que c'est ce que je trouvais que votre discours a fini un peu sur cette notion d'exemplaire, comportement exemplaire. Là, on retrouve, si on a des idées, on les impose aux amis, si on fait des amis, c'est pas gênant. Là, ER fait son travail, Monsieur Rodin a le courage de dire ce qu'il pense. L'exemple, c'est par rapport à soi-même, hein, c'est pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on est convaincu de quelque chose, on le fait. Bon, c'est pas gênant. Le fait de... Ensuite, on peut vous prendre à partie, etc. Mais la notion exemplaire est une chose très très importante. Hein. On retrouve, justement, dans la philosophie, Socrate va jusqu'à la mort. Il s'en fiche, il ne remet pas en cause. On lui dit, reniez ce que vous pensez. Parce que ce qui est important, c'est d'aller au bout de ce... Si tout le monde se comporte comme ça, on est tranquille. Parce que le grand problème dans le libéralisme, c'est que, bon, on n'a pas trop évoqué, mais il est basé sur des puissances et des forces extrêmement importantes, notamment l'argent. Bon, nous, on ne peut pas lutter contre... parce que c'est plus... ce système libéraliste pousse un petit peu à faire quelque chose de plus en plus grand. On avait la France, après l'Europe, on va bientôt faire le monde. Et là, certaines personnes tiennent les commandes. Et ceux qui tiennent les commandes ont l'argent. Avec l'argent, ont les médias, on le voit bien, on en souffre tous, hein. On nous dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, même si c'est complètement aberrant. Donc, bon, le seul moyen, c'est un petit peu déjà de lutter contre l'aspect méga. Et là, il faudrait dire, bon, on reste presque, voilà, les régions, etc. Parce qu'il y a une petite tendance européenne à dire, quand même, faire une Europe des régions. C'est pas idiot. Et là, les exemples, les personnes exemplaires, on veut les voir, puisque c'est à notre échelle. C'est pas caché. Quand c'est international, on ne peut plus voir. Et je crois que c'est assez... l'exemple que vous disiez, ce que vous faites, je trouve que c'est l'espoir, etc. Par contre, bon, c'est vrai qu'il faut il faut regarder aussi quelles sont les solutions, comment on peut empêcher cet esclavage, le crime ou l'aliénation dont vous parliez, etc. Et là, il faut être actif quand même. Justement, voilà, c'est ce que j'allais dire, merci, vous m'en donnez l'occasion, c'est-à-dire que chacun doit faire ce qu'il peut selon sa situation, selon son cas personnel et selon aussi ses dispositions personnelles. C'est-à-dire que moi, personnellement, je fais de la philosophie, c'est là-dedans que je suis bon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris un bouquin, ok. Et puis, il y en a un qui va être peut-être meilleur, par exemple, pour organiser des événements, organiser des conférences, ou pour créer des associations, pour créer des structures, pour faire du commerce ou je ne sais quoi. Le commerce n'étant pas le marché, d'ailleurs. Commerce, quand on a un commerce avec quelqu'un, ça veut dire un échange au départ. Hein. Le commerce, il y a commun dans le commerce. Hein. D'accord ? Donc, ce n'est pas la même chose. Chacun cultive ce dans quoi il est bon. Et je pense que tout ça se complète et s'harmonise au final. Ce n'est pas l'harmonisation des intérêts, c'est l'harmonisation des compétences, entre guillemets. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et chacun doit s'entraider suivant ses capacités. Accepter aussi que l'autre nous vienne en aide à un moment donné, nous file un coup de main si on a besoin de faire un projet. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Je pense que c'est comme ça que ça se met en place. C'est très empirique. Ça ne demande pas non plus une méthodologie, militante particulière.
Évidemment, si ça peut s'accompagner d'une méthodologie, ok, mais il y a des gens qui savent faire ça, qui le fassent. Je suis intervenu il y a quelques semaines au Carrefour Royal d'Action Française. Bon, eux, ils sont sur le militantisme pur et dur, le terrain, l'action, les discours, etc., etc. Très bien, c'est ce qu'ils ont choisi, c'est sans doute que c'est ce qui correspond à leur modalité d'action. Très bien, mais ensuite, chacun doit essayer de trouver ce dans quoi il peut apporter sa pierre, il peut contribuer positivement à l'amélioration des choses et le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Il faut dire je veux faire ça, je le fais. Et je pense que déjà, on gagnera du temps. Moi j'ai une question plus abstraite au niveau du développement. Donc l'objectif de l'homme à la base était au niveau religieux. L'élévation de l'homme se faisait par la religion, par la foi. Avec le libéralisme, on est passé sur l'élévation par l'argent, par le mercantilisme et par la possession. Quel serait le futur modèle de développement? Peut-être une base pour espérer, pour développer une nouvelle société. Là encore, malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Je ne vois pas ça en termes de modèle qui remplacerait un autre modèle. Parce que le problème, c'est que le modèle actuel va de lui-même engendrer le prochain modèle. C'est un phénomène, un processus dialectique. C'est que chaque chose va engendrer son contraire et au bout d'un moment, ça va arriver, ça va advenir. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas l'anticiper conceptuellement pour dire bon ben c'est bon, on a trouvé la formule magique, parce qu'il n'y a pas de bouton vert pour le mettre en place, ce système, ce modèle. Donc il n'y a que du bricolage, il y a de la contribution, et les grands mouvements, les grandes lignes de force, elles mettent du temps avant d'apparaître et de se solidifier. Évidemment, il faudra réintroduire d'une façon ou d'une autre, et ça prendra le temps que ça prendra, il faudra introduire la notion de sens, de valeur, de morale commune, d'essence commune comme l'appelle Michéa. Il va falloir réintroduire du symbolique. Bien sûr, hein, bien sûr. Mais le symbolique en tant que tel, ça ne veut rien dire. Parce que même les puissances d'argent utilisent le symbolique. Quand je parle du symbolique, c'est-à-dire la projection imaginaire d'un modèle auquel on cherche à se conformer. D'accord ? Le symbolique, l'imaginaire, c'est ce qui donne son identité à un modèle culturel. D'accord ? On n'est pas seulement dans des modèles économiques, on est dans des modèles culturels et symboliques. Les droits de l'homme, c'est un modèle symbolique, au nom duquel on peut aller massacrer en toute bonne conscience. Parce que la conscience, elle a été évacuée, donc du coup, il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Mais évidemment, il va falloir réintroduire du sens commun. Et le sens commun, c'est ce qui fait sens à tous. Ouais. Mais ça, c'est encore une fois, ça ne pourra pas se réintroduire par décret, par décision. Ça va se réintroduire par la pratique, par l'incarnation, littéralement. Incarner, je le précise, ça veut dire mettre en pratique dans sa chair, d'accord ? Donc dans ses actes. Il n'y a que comme ça que ça pourra passer. Et d'ailleurs, je pense que chacun en fait l'expérience. Vous pouvez rencontrer n'importe qui va vous exposer un modèle de conduite merveilleux. Si vous n'avez pas envie de passer à l'action, si vous n'avez pas envie de le suivre, vous ne le suivrez pas. Par contre, un jour, vous pouvez croiser quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans un bar, dans la rue, à l'école, on ne sait pas où, et vous dire, ah oui, quand même, ce gars, j'ai envie de m'en inspirer. Et s'inspirer d'eux, ça veut dire, à un moment donné, on a un modèle devant soi, incarné. Et on a envie de le suivre parce que, quelque part, on sait que c'est ça qui est vrai, ou on sait que c'est aller vers le bien, aller vers le juste, aller vers le mieux. Et là, par contre, on passe à l'acte, généralement. C'est comme ça que les choses se font. Elles se font par le réel. C'est très empirique, là encore. Et donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas la définition du modèle qui viendrait se substituer à celui-là, mais je sais que pour qu'il y ait un nouveau modèle, il faut commencer par l'incarner soi-même. Si vous permettez, pour reprendre ce que vous venez de dire, je pense que ce que vous dites là, c'est quand même très religieux. Peut-être, mais religieux, ça veut dire relié. Voilà, parce que je pense qu'en fait, voilà, quand on est, comme vous dites, on va vers quelqu'un qu'on doit incarner, qu'on peut trouver, je parlais un petit peu tout à l'heure avec vous, si vous vous souvenez. Je pense qu'en fait, c'est une attirance, en fait. Je pense que quand on est attiré vers quelqu'un qui a une idée ou quelque chose qu'il peut représenter, c'est comme une sorte de religion, en fait. C'est rentré, c'est une attirance religieuse. Oui, mais ça me dérange absolument pas parce que ce que j'ai justement ma stratégie dans cette conférence, c'était justement de montrer que le modèle républicain réel, lui-même, s'appuie sur une référence transcendante, supra-individuelle, supra-matérielle, et que ce n'est pas moi qui ai un discours religieux, c'est le réel qui est religieux. Vous voyez ? Parce que
notre expérience réelle et quotidienne nous montre que nous attachons de la valeur à des choses transcendantes. C'est comme ça. Transcendantes. Transcendantes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prouver par la raison. Vous voyez ? Pourquoi on n'urine pas sur la tombe de quelqu'un dans un cimetière ? C'est la morale. Oui, c'est sacré. On n'y touche pas. Ça ne se discute pas. Le jour où on aura besoin d'expliquer pourquoi, on sera bien embêté. C'est mon choix. C'est mon choix. Oui, ils poussent, ils essayent. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ne se démontrent pas parce que, pas parce qu'elles n'ont pas de raison, mais parce que cette raison-là n'est pas démontrable. Elle n'est pas exprimable, ce n'est pas un théorème. Ça désobéit à la logique. Vous voyez ? C'est pas de la logique, c'est quelque chose d'autre. Alors on peut appeler ça de l'intuition, on peut appeler ça, je sais pas, un sentiment, peu importe. Mais dans tous les cas, tout à l'heure, j'évoquais la question. Ce n'est pas parce qu'une chose est invisible ou impalpable qu'elle n'existe pas. Et c'est vrai que quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'on construit sa famille avec cette personne-là, qu'on élève nos enfants, c'est une force qui anime le monde, l'amour. Et pourtant, personne ne l'a jamais vu. Ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est comme ça que l'histoire se construit. Vous voyez ? Donc s'il faut attendre de voir quelque chose pour suivre cette chose-là, on va attendre longtemps. C'est-à-dire que la force du libéralisme jusqu'à aujourd'hui, c'est le choix. C'est la culture du choix. C'est-à-dire qu'on a fait admettre aux gens, et ils sont complètement dedans. C'est leur religion, c'est j'ai le choix. C'est ça. Et c'est une religion, comme dit Freud, d'autant plus puissante qu'elle est inconsciente. Tout à fait. Parce que si elle était consciente, on pourrait prendre recul sur elle. On est conscient. La conscience de soi, ce qu'on appelle un processus réflexif, réfléchir comme la lumière se réfléchit, c'est-à-dire elle revient sur elle-même et elle s'auto-examine. Si on avait la conscience de notre aliénation, on ne serait plus aliéné par définition. Vous voyez ? Donc le propre de l'aliénation, c'est qu'on n'ait pas conscience de ça, et le fait qu'on n'en ait pas conscience nous empêche d'en sortir. Donc on en revient à la question de la conscience, encore une fois, qu'on ne voit pas au microscope, et pourtant elle existe. Moi, j'aurais voulu poser la question en fait de l'identité, parce que par rapport à tout le discours, en fait, la question c'est quand même qui je suis finalement. Je ne suis pas, souvent les gens qui sont là, je pense qu'on a pas ça, je ne suis pas ce qu'on voudrait que je sois, puisqu'on essaye de manipuler d'une certaine façon. Alors, sur la question qui je suis, la réponse c'est on va le construire, ça va venir, mais il faudra un petit peu de temps. Mais moi je pense qu'il existe déjà des réponses actuellement. Je suis breton, je suis corse, je suis musulman, je suis chrétien. Et non seulement il y a des réponses, mais en plus il y a des structures. Et ces structures sont anciennes, elles fonctionnent très bien. Elles ont des liens sociaux qui marchent mieux que Facebook parce que ça a déjà été éprouvé pendant des siècles et des siècles. Et il y a, je pense, du coup, ce qui peut être vu comme un repli identitaire, c'est-à-dire des gens qui vont aller dans ces structures pour s'y retrouver et qui, grâce à ça, sauront peut-être qui ils sont et auront des moyens d'action qui marchent déjà, je dirais, qui sont déjà opérationnels contre le système. Mais est-ce que, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous voyez ça, bon, alors que ça ait du succès ou pas, c'est déjà notre question sur la réussite de ce retour, mais est-ce que philosophiquement c'est quelque chose de souhaitable ou pas? C'est-à-dire le repli identitaire, c'est une solution ou c'est du passéisme et c'est quelque chose qui va au contraire nous faire retourner dans un certain obscurantisme? Si on parle du repli sur soi, ça peut être une solution de survie individuelle. Par exemple, on peut l'admettre, on préfère se renfermer dans une sorte de quant à soi ou de communauté restreinte pour se prémunir de ce qu'on estime être une agression, une atteinte à notre existence, à nos aspirations, etc. C'est tout à fait envisageable. Mais ce n'est pas envisageable comme réponse politique, puisque politique, là encore, je ne parle pas de la politique, je parle du politique. Le politique, c'est l'organisation de la cité. Police, c'est la cité, c'est-à-dire l'organisation de ce qu'on appelle rapidement le vivre ensemble. Bon, personnellement, je pense qu'on peut utiliser cette expression, ça ne me dérange pas, vivre ensemble, puisque c'est bien ce qu'on essaye de faire, après tout. Maintenant, si des structures anciennes, historiques, établies, fonctionnent, c'est-à-dire socialement permettent
une espèce d'harmonie, d'équilibre, et de juguler un petit peu les effets néfastes et dévastateurs du libéralisme, tant mieux. Tant mieux. Maintenant, je pense que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais retour en arrière dans l'histoire. On peut s'appuyer sur le passé, on doit s'appuyer sur le passé, mais là, on n'inversera pas le sens de l'aiguille, c'est certain. Par contre, on peut donc essayer de s'inspirer précisément de modèles qui ont fonctionné dans le passé. Alors, je ne sais pas quel type de modèle vous faites, peut-être la paroisse ou je ne sais quoi, enfin des modèles de... Oui, bien sûr. On peut évidemment s'en servir comme point d'appui, et toute la difficulté ensuite, c'est d'arriver à partir de ce point d'appui pour essayer de l'ouvrir et de le généraliser à ceux qui au départ ne sont pas inclus dans cette catégorie. D'accord ? Parce que l'identité est fondamentale. Je veux dire, l'identité, c'est l'être soi, d'abord, avant toute chose. Donc c'est ça l'identité. Donc c'est important, mais c'est important aussi qu'elle laisse la possibilité d'intégrer des éléments qui ne soient pas originaires de cette identité. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que la situation, et même je pense la simple décence, le recommande. Donc tant mieux si ces structures-là fonctionnent, tant mieux si on peut s'en servir comme point d'appui de fédération et de synthèse populaire, et puis si on doit en créer d'autres, on peut aussi envisager d'en créer d'autres. Et là encore, chacun, selon ses propres capacités, selon aussi peut-être ses pouvoirs d'influence, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les personnes qui nous écoutent, qui sont là peut-être aujourd'hui, les gens n'ont peut-être pas tous la même influence sociale. Il y en a qui ont peut-être plus de possibilités, de perspectives de créer des choses et d'amener des personnes dans des projets d'envergure un peu plus élargie. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est pas chacun, finalement, on va dire, avec ses petits moyens qui va faire quelque chose. Il peut aussi y avoir des personnes qui ont un peu plus de moyens et qui ont envie que ces moyens-là soient mis au service d'une cause qu'ils estiment supérieure. Oui, excusez-moi, je vais revenir à la Constitution. Une question. Est-ce que vous pensez que la Constitution, telle qu'elle a été construite en 89, elle ne pouvait qu'amener au libéralisme? Ou est-ce qu'elle n'a pas été infiltrée, on va dire, pour faire court, par des mafias successives qui l'ont gaboldée pour ce qu'elle devienne aujourd'hui, c'est-à-dire l'antithèse de ce qu'elle devrait être à la base, pour le bien général au détriment du bien individuel? On en est là. Vous parlez de la déclaration de 1789. Ouais. Moi je l'aime bien celle-là. Ouais. J'ai l'occasion d'avoir plusieurs fois par jour dans la journée. Oui, oui. Je trouve qu'elle est... C'est un idéalisme quelque part, d'accord? Mais si on revenait au droit et qu'on avait les moyens, de contrôle du droit exécutif, législatif aujourd'hui, qui n'est pas le cas, parce que tout est infiltré, moi j'appelle ça des mafias pour faire court, on ne va pas les énumérer. Et aujourd'hui, la dégénérescence de notre société n'est que des conséquences de tout ça. On peut les énumérer jusqu'à demain. Comment les contrer, pas les contrer? Si on revenait au droit, si on revenait à l'essence du bien commun, est-ce que ce ne serait pas revenir à la source et solutionner toute cette gangrène en fin de compte? Oui, malheureusement, encore une fois, on ne peut pas revenir. L'ennui, si vous voulez, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense que dans la déclaration de 1789, il y a des fondements et des principes sains pour une société. Maintenant, la déclaration incorpore déjà des éléments du libéralisme. C'est-à-dire que, pour moi, mais là encore, je vous invite à lire le livre, je fais un petit peu de promo, comme ça j'en profite. J'essaye de montrer que dans la déclaration, on a deux tendances qui sont en réalité incompatibles. C'est-à-dire le républicanisme, qui est fondé sur l'idée d'un bien commun. C'est la raison d'être de la République, je rappelle, le bien commun. Sinon, il n'y a pas de République. Et le libéralisme, qui défend le droit individuel, donc privé. Et dans la déclaration, vous avez par exemple l'idée que les droits fondamentaux de l'être humain... Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les droits fondamentaux de l'être humain, reconnus comme inaliénables et sacrés précisément? Exactement. Voilà. Le droit à la propriété. Oui. Propriété, c'est ce qui nous est propre. C'est ce qui nous appartient en propre. C'est-à-dire, c'est la propriété privée individuelle. Donc je veux dire, ça, ce n'est pas directement inspiré ou dicté par le bien commun. Ça peut s'articuler. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que désigner la propriété comme un droit naturel, inaliénable et sacré, c'est pas pareil que de dire qu'on va autoriser la propriété privée. Que les serfs ou les rois viennent se ponctionner sur nous de façon injuste aussi.
D'accord, mais le fait est le même. À partir du moment où dans une déclaration, où on essaye de définir les bases d'une société, d'un bien commun, et qu'on se met à introduire, par exemple, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la propriété, il y a aussi la définition de la loi dans la déclaration, et la loi, elle dit clairement, on ne peut rien interdire qui ne soit pas nuisible directement à la société. Donc elle entérine ce qu'on appelle la neutralité axiologique du droit libéral, à savoir que l'État n'a aucun regard, aucun jugement à formuler à l'encontre de pratiques privées, etc. Et on peut trouver ça très bien, personnellement, ça m'arrange. Tant mieux, je préfère ça. Mais force est de constater... Bien entendu, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que considérer que tenir la porte à une vieille dame ou lui laisser sa place dans le bus, ça fait partie de la décence commune. C'est une règle commune. Est-ce que c'est du totalitarisme de considérer qu'il faut laisser sa place à une femme enceinte? Non, il n'y a même pas besoin de le formuler. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le droit, il formule des choses qui pourraient se régler par le bon sens, le sens commun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller au restaurant avec des amis qui sont tous fumeurs, parce que ça peut déranger la clientèle alors que tout le monde est fumeur. Vous voyez? Alors que moi, personnellement, si j'allume une cigarette et qu'il y a une poussette à côté de moi, je ne vais pas allumer une cigarette. Ou je vais demander à la personne, est-ce que ça vous dérange? Si ça vous dérange, je me mets à côté. Pourquoi créer de la loi? La loi, elle permet de renforcer les antagonismes et les rivalités individuelles. C'est tout. Ça implique aussi des devoirs, on est bien d'accord. Alors, on parlait tout à l'heure au début des cours de droit civique. Moi, je suis de la génération où j'en ai eu parfois des cours de droit civique. C'est des codes de fonctionnement avec soi-même et les autres. Un peu le b.a.-ba, quoi. Ce qu'on nous a retiré de l'école, d'ailleurs. Je suis désolée, la laïcité, elle n'a pas remplacé des valeurs que prônaient les religions, quelles qu'elles soient, qui sont de l'ordre de l'intime. Ok, séparons-les. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la séparation du corps de l'État et de l'Église. Merci le CRIF, quoi. Je veux dire, c'est eux qui font les lois aujourd'hui. On va les appeler directement. Donc, à un moment donné, alors on se dit, oui, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut changer? Mais à un moment donné, si on se réapproprie juste les textes originels, ça assainirait un peu deux, trois trucs. Mais qui peut le faire? Tout est cadenassé. En tout cas, ça met le doigt sur l'un des aspects du problème, à savoir qu'il y a des choses qui sont devant nous, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on est censé aujourd'hui s'inspirer, et qui, si on y revenait, permettrait de solutionner tous les problèmes, et pourtant ce n'est pas appliqué. Donc c'est bien la preuve que pour trouver des solutions, il n'y a pas besoin de recourir au concept. Il y a juste besoin, à un moment donné, de revenir à un peu de bon sens et de revenir au texte, au principe. Donc c'est pour ça permet d'accréditer l'idée que la situation actuelle n'est pas accidentelle. Elle n'est absolument pas accidentelle. Je m'interroge non sur l'opportunité que vous appelez de vos voeux de la désaliénation par rapport au libéralisme, mais sur sa possibilité s'agissant de populations dont l'imaginaire est largement colonisé par des référents qui sont essentiellement ethno-confessionnels. Je pense que toutes les catégories de la population en France sont touchées par une forme d'aliénation particulière. Et je pense qu'il n'y a pas d'aliénation propre à un type de population. Et je pense qu'il y a des manifestations de l'aliénation suivant les types de population. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne fais pas du critère ethnique un critère valable dans cette affaire-là. Mais ethno-confessionnel, j'entends. Non plus, parce que je pense que là encore, le problème transcende et excède largement ces catégories. Très largement. Surtout que, pour la plupart, on pourra en discuter peut-être de manière plus précise, hein, si vous le souhaitez, mais je pense que je ne sais pas comment vous le définissez, mais ces influences ethno-confessionnelles, je pense que, pour la plupart, ne sont pas incompatibles avec cette idée d'unité populaire à laquelle je fais référence. Je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité au départ. Je pense qu'il y a une instrumentalisation en revanche des différences communautaires et ethno-confessionnelles, une instrumentalisation toujours dans le même but de séparation et d'atomisation. Ça, c'est vrai, et pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait les deux crétins de chaque côté qui acceptent de se faire la guerre. Oui, c'est vrai. Donc il y a des cons à gauche, à droite, chez les chrétiens, chez les musulmans, ça en manque pas, il n'y a pas de problème. Et il suffit qu'il soit deux de chaque côté pour que ça suffise à faire éclater la guerre, hein, vous inquiétez pas. Complètement. Absolument. On manipule ce qui est manipulable.
le positionnement par rapport à la lutte de classe. On sait très bien que chez les musulmans, il y a cette idée-là qui est inexistante. Oui, il n'y a pas forcément, si vous voulez, les mêmes références, mais je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez voir un employé McDo, un cadre McDo, vous lui parlez de lutte des classes, il éclate de rire. Et même s'il est d'origine catholique. Quand on cherche des alliances objectives dans des populations pour qui la lutte de classe n'existe pas et que les références sont majoritairement, essentiellement ethno-confessionnelles, c'est peut-être, on se heurte, je crois qu'en philosophie, ils appelaient ça une aporie. Oui, une impasse, une aporie, oui. Oui, bien sûr, si on se heurte, très bien. Si on se trouve face à une personne qui décide délibérément de placer son appartenance ethno-confessionnelle, disons, au sommet de la hiérarchie de son identité, et qui n'est pas capable d'essayer de transcender cette différence au profit d'une lutte commune, effectivement, c'est pas votre faute. Cette personne-là décide de privilégier cette dimension de son identité. Très bien, mais ce n'est pas le cas de tous. Fort heureusement, bien sûr, fort heureusement. Il y a d'autres dénominateurs communs, j'ai envie de dire, qui peuvent d'ailleurs s'articuler à la dimension ethno-confessionnelle. Vous voyez là ce que je dis depuis tout à l'heure, ça peut être interprété par certains comme un discours crypto-religieux, on ne sait pas trop, je sais très bien, ça va me tomber dessus, j'attends. Bon, et après, s'il y a pu avoir seulement 3 personnes qui ont été sensibles à ça et qui disent « Ah ben tiens, ouais, ça serait peut-être pas mal de chercher de ce côté-là, allons-y », eh ben j'aurais fait quelque chose d'utile. Et pas utile au sens de Jeremy Bentham, de l'utilitarisme. Pour dire ça d'une autre manière plus concrète, quand vous dites qu'on n'a pas besoin de loi pour quelque chose de logique, quand on est à côté d'une poussette et qu'on n'allume pas une cigarette, ça implique d'avoir des repères culturels communs. Et là, quand il y a des populations qui ont des têtes de telles différences, les repères culturels ne sont plus communs. C'est pour ça que le vivant ensemble n'existe plus. Donc comment faire sans faire des lois? Ben, si vous voulez, on a perdu le sens de ces normes culturelles de bon sens précisément, à mesure que le nombre de lois a augmenté. Donc on voit bien que ce n'est pas la loi qui résout le problème, au contraire. Puisqu'aujourd'hui, dire c'est mon choix, c'est comme de dire j'ai le droit de. C'est-à-dire que dès lors que la loi n'interdit pas quelque chose, on estime qu'on a le droit, et parce qu'on a le droit, parce qu'il faut le faire. Parce que la liberté nous impose de réaliser l'ensemble de nos droits. On est bien face à une partie de la population qui vit en France qui remet en cause l'héritage culturel de la majorité. Donc comment vous faites pour avoir ces repères communs et ne pas qu'elle remette à côté de quelqu'un qui a une poussette? Je ne pense pas qu'elle remette en cause, et je ne pense pas que ce soit aussi, aussi uniforme et homogène que ça. Je pense qu'il y a des populations qui ne sont pas originaires de la France, que l'on fait venir, et à qui l'on inculque le mépris de leur terre d'accueil. Ça, je pense que c'est un gros travail qui a été réalisé. Et je pense que malgré ce travail qui a été fait, cette espèce de masochisme identitaire français, qui touche même les indigènes, c'est-à-dire les natifs, les originaires d'eux, les deux souches comme on veut, eh bien je pense que malgré l'extraordinaire travail qui est fait de détestation de la France au quotidien, eh bien malgré ça, il se trouve encore des personnes originaires de l'étranger qui respectent la France et les Français. Et je trouve que c'est plutôt positif et bon signe de se dire que malgré l'entreprise de destruction du pays qui est faite depuis des décennies, qu'il y a encore des personnes d'origine étrangère qui se disent « je suis français, je suis très content d'être français ». Je trouve ça très bien. Après, c'est pas du tout de l'angélisation, ou croyez-moi, hein, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Et il y a de tout, il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés. Mais je ne vais pas mettre l'accent sur ce qui ne va pas parce que ça ne m'intéresse pas. Non, non, quand je dis il y a deux côtés, il y a les deux attitudes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui participent de ça, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inhérent à ces populations. C'est pas inhérent à ces populations. Non, 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 non. Il y a des populations différentes avec des repères culturels. Non, mais quand vous disiez il y a une population qui vient, c'est pour ça que je disais ça. On fait avoir cette lutte contre le libéralisme. Non, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut des lois. Évidemment, il faut des lois. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi n'est pas la panacée, ça ne résout pas. Mais oui, il faut des lois. Ce que je veux dire, c'est que je ne prône pas l'abolition des lois. C'est clair. Je ne prône pas l'abolition des lois du tout. Et je prône
l'application des lois. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des lois, mais il suffit d'en faire quelques-unes et qu'elles soient appliquées. D'accord, la loi, c'est l'échec. Comment ? La loi, c'est l'échec. Oui, mais bon, on est tous en situation de plus ou moins d'échec, donc à la limite, s'il faut ça pour maintenir une cohésion sociale, oui, il faut des lois, j'entends bien. Il faut déjà qu'elles soient appliquées. Voilà, c'est un outil du libéralisme, en fait, la loi, quoi. Comme la propriété. En fait. Non, ça dépend du contexte. La loi peut être un instrument utile, disons, ça peut être quelque chose d'éducatif, la loi. La loi, c'est quoi? C'est l'interdit. L'éducation passe par l'interdit. C'est-à-dire, on dit à l'enfant, tu n'as pas le droit de. Et donc, à partir de là, il va intérioriser la loi au point de la faire sienne. Et c'est ce qui aboutit à ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de se gouverner selon ses propres lois. Si on ne se donnait pas nous-mêmes des propres lois, on n'avancerait pas parce qu'on n'aurait aucun cadre d'action et de réalisation. Donc la loi en tant que telle ne signifie rien, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle vise. Qu'est-ce qu'elle vise. Et aujourd'hui, on a une loi qui vise une sorte de maintien de la coexistence des individus, mais sans aucune norme, sans aucune référence supralégislative. C'est-à-dire qu'on réduit tout à la problématique du droit. Et quand on dit à quelqu'un, quand on fait un reproche à quelqu'un parce qu'on estime que son comportement, etc., ou même sans faire de reproche, on dit oui, mais j'ai le droit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu aies le droit? On peut avoir un jugement sur une chose indépendamment du fait de savoir si c'est légal ou pas légal. Je sais pas. Dernière question. Ouais, moi j'ai une question, la dernière, qui rejoint ce qui a été dit un peu avant. Donc si aliéner, c'est dissocier de soi à soi, se séparer de soi-même, par des instants de volonté ou pas, on est d'accord que, et vous l'avez dit, hein, il y a une nécessité de ressaisie de soi-même. Et ça rejoint un peu ces questions. Moi je trouve que là justement on est face à une aporie, parce que se ressaisir soi-même, vu qu'on n'est pas un individu abstrait comme ça, comme l'individualisme méthodologique que vous condamnez, parce que c'est l'essence même du libéralisme, comme on n'est pas cet individualité, se ressaisir soi-même, c'est se ressaisir quand même dans une continuité historique, culturelle. Donc, ça débouche en fait sur une question très concrète. De la même manière que ce qui a été posé, comment faire socle commun, comment faire socle quand les traditions historiques sont à ce point-là différenciées. Écoutez, alors, je comprends très très bien votre question, effectivement. Et finalement, ça rejoint un peu la problématique générale. C'est-à-dire comment faire de l'un avec du multiple, finalement. C'est ça la question. Je pense que chacun est plus ou moins déterminé dans sa conscience par son... Oui. Du pluriel, enfin de... Non mais vous allez comprendre par rapport à ma réponse, ce que je veux dire. C'est-à-dire que chacun a plus ou moins, disons, de références personnelles qui peuvent être d'ordre religieux, qui peuvent être d'ordre culturel, économico-social, artistique même. Il y a des personnes qui se définissent comme artistes avant de se définir comme ceci et cela. Chacun a d'abord, au départ, disons, une catégorie de référence. Okay. À partir de cette catégorie-là, le but, c'est de la transcender. C'est-à-dire d'essayer de repérer dans d'autres appartenances des correspondances. Et moi, personnellement, je viens de l'extrême gauche, c'est-à-dire que ma catégorie, ma chapelle d'origine, c'est le combat social. Donc, selon ce que vous dites, j'aurais pu dire, bon ben moi je reste dans le combat social et puis c'est tout parce que j'ai trouvé ma catégorie. Sauf qu'à un moment donné, j'ai compris que le combat culturel ne pouvait pas être séparé du combat social parce qu'il y avait une unité. Donc je suis passé d'une critique du libéralisme économique à une critique du libéralisme culturel. Et puis lorsque j'ai étudié le libéralisme culturel, je me suis dit tiens mais c'est marrant parce qu'on se rend compte que le libéralisme culturel il se diffuse à partir de l'art, à partir du cinéma, à partir de la musique, etc. Je suis passé donc sur ce terrain-là. Et puis ensuite je suis allé sur le terrain de la religion parce que j'ai remarqué que ça se... Vous voyez, c'est un itinéraire, c'est un parcours, c'est une initiation, c'est un trajet. Mais il ne faut pas avoir une vision statique des choses. Il faut avoir une vision dynamique. On commence par quelque chose, sa première catégorie, quelle que soit cette catégorie-là. Après, on en sort, on la transcende et on essaye de faire avancer. On la transcende, mais quand même avec une continuité avec la... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. C'est une évidence. La notion d'héritage. La notion d'héritage. Bien sûr. Je suis tellement d'accord que, effectivement, je ne l'ai pas dit. Valder Deder. Merci. Bon, alors, une question philosophique. Compte tenu, 1, de la démographie mondiale, 2, du fait que c'est un monde fini avec un nombre de ressources finies, est-ce qu'il est encore raisonnable d'espérer justement la non-aliénation et la démocratie, selon vous? C'est la guerre des heures. C'est la guerre des heures, mais... Je peux vous répondre en 3 fois.
Est-ce qu'il est raisonnable Est-ce qu'il est raisonnable de soutenir la démocratie? Enfin, envisageable. De soutenir. Est-ce qu'on peut encore en faire un objectif? Ou est-ce que c'est complètement utopique et ça pourra plus jamais se dire avant? Nul besoin d'espérer pour entreprendre, on peut en faire un objectif. Oui, oui. Oui. Raisonnablement. J'entends. Oui, je pense qu'on peut raisonnablement. Oui, on peut raisonnablement, mais peut-être pas à l'échelle de notre existence individuelle. Ah, si vous êtes venu chercher de l'optimisme... Je suis né en 68, donc... 86. Donc, non, je plaisante, mais oui, c'est raisonnable parce que, encore une fois, ce que j'essaye de dire également, c'est qu'il ne faut pas non plus voir les choses de manière statique, il faut les voir de manière dynamique, évolutive. Je pense qu'on peut apporter une amélioration réelle. Donc, on n'atteindra certainement pas un modèle idéal, quel que soit le modèle que l'on entende sous ce terme. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une période où, malgré tout, il se passe des choses. Le progrès est encore possible. Oui, le progrès, je ne sais pas s'il faut appeler ça le progrès. Mais l'amélioration est possible. Donc oui, c'est possible. La dernière. Est-ce que vous avez entendu parler donc, des facultés d'abstraction de l'être humain dans les travaux d'un certain M. Korzybski? Non. C'est des questions oui, non. Hein.